Je vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, comment vous portez-vous? Bien, j'espère. Nous allons reparler de la COP25, la conférence de Madrid 2019 sur les changements climatiques. Les critiques se multiplient et les frustrations sont grandes du côté des écologistes, mais aussi de la société civile. Il y a eu beaucoup de déclarations en l'absence de résultats significatifs de la dernière conférence. Une fois encore, une COP pour rien, un manque d'ambition, des résultats en deçà des attentes. C'est pourquoi nous voulions poser la question, les grandes conférences ont-elles fait leur temps? Est-ce que leur fonctionnement mériterait d'être révisé? Et est-ce le moment d'envisager d'autres moyens de contraindre les gouvernements à agir pour la planète? Nous allons en parler tout de suite, restez à l'écoute. Pour parler des grandes conférences sur le climat, faire un petit retour sur la COP25 et prendre le pouls de ce type d'événement que la société civile juge de plus en plus décevant, comme l'ont rapporté les médias. Je suis en compagnie d'André-Yann Parent, directrice générale du projet de la réalité climatique Canada. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi en compagnie de Marc Purdon, professeur au département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale de l'École des sciences de gestion de l'Université du Québec à Montréal et président et directeur général de l'Institut québécois du carbone. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi en compagnie de Denis Côté, analyste des politiques de l'Association québécoise des organismes de coopération internationale. Bonjour. Bonjour. Donc, bienvenue à Je vote pour la science. Rappelons que l'un des objectifs de la COP25 était d'obtenir que les signatures de l'accord de Paris revoient à la hausse leur objectif de réduction de gaz à effet de serre. Même si la conférence a été prolongée jusqu'au dimanche, les engagements restent en deçà des attentes. Cela contraste fortement avec la grande mobilisation sociale en faveur du climat, un mouvement de plus en plus vigoureux, comme nous avons pu le voir avec les marches pour le climat ou encore le pacte pour la transition qui a été signé, rappelons-le, par 285 000 Québécois, dont plus de 500 personnalités. Alors que la société civile réclame d'agir pour le climat, il semblerait que les représentants des pays signataires n'ont pas su relever les défis qui étaient les leurs et ont mis de côté l'importance du soutien financier aux pays vulnérables au réchauffement climatique et les règles à revoir du marché international du carbone. Donc, c'est le temps de faire un petit bilan de la COP25. Donc, ce qu'on a pu lire dans les médias faisait état de beaucoup de frustration. Et vous, Madame Parent, votre bilan? Ah ben absolument, je pense que ça fait le portrait que vous tracez est malheureusement à l'image d'un certain nombre d'occurrences de ces COP où finalement il y a un vrai décalage entre les attentes et les ambitions qu'on doit avoir, non pas seulement par rapport aux pressions exercées par la société civile, mais également par rapport aux exigences de la science pour s'assurer qu'on atteigne bien les objectifs même de l'accord de Paris, de rester de contrôler finalement l'augmentation de la température à 1,5 degré. Ça nécessite d'avoir des ambitions qui sont quantifiables pour qu'on atteigne bien cet objectif-là. Compte tenu de ce qu'on voit à la dernière COP, effectivement, les ambitions ne sont pas encore assez élevées, notamment des pays les plus pollueurs, pour répondre aux exigences de la science. Donc, on a finalement ce décalage-là qu'on observe encore une fois et qui est absolument dramatique pour être à la hauteur de la crise à laquelle on fait face. La COP25 n'a donc pas permis de faire avancer la justice climatique, Monsieur Côté? Non, pas vraiment. Quand on parle de justice climatique, en fait, on parle du fait que les États qui ont contribué le plus donc à la production de gaz à effet de serre et à la situation actuelle au réchauffement climatique doivent prendre leurs responsabilités et d'abord couper la production de GES chez eux, mais aussi aider les pays qui n'ont pas contribué au changement climatique ou si peu à s'y adapter parce que les changements climatiques, c'est pas demain, c'est déjà en train de
se produire et malheureusement, on n'y est pas là en termes de, que ce soit en termes de financement climatique ou même en termes d'efforts faits au niveau domestique par les pays du Nord, là, les pays les plus riches. Là, donc, aux deux niveaux, on n'est pas rendu où on devrait l'être. Oui, il semblerait qu'il y ait de plus en plus un fossé entre ceux qui négocient de bonne foi et ceux qui ne se plient pas aux règles et qui font de l'obstruction, comme les États-Unis, le Brésil ou l'Australie. Il y a aussi un fossé entre les gens qui manifestent et ceux qui siègent et décident, et donc qui sont accusés de manquer d'ambition au niveau politique. Les gouvernements ne semblent pas être à la hauteur de la crise. Qu'en pensez-vous, Madame Parent? Je pense qu'effectivement, il y a, dans la structure même de fonctionnement, comme vous le mentionnez un peu plus tôt, ça amène un nivellement vers le bas dans les négociations où effectivement des pays ou des États qui vont bloquer les discussions peuvent amener dans la recherche du consensus à un nivellement vers le bas. On voit dans le cas de l'article 6, par exemple, sur le marché carbone, il y a eu une volonté finalement de pas, ça fait quelques COP justement qu'on repousse la ratification de cet article et du rulebook qui l'accompagne pour s'assurer finalement qu'on se dote d'outils de contrôle qui sont solides et donc ça amène à repousser les discussions compte tenu du fait justement qu'on n'arrive pas à ce fameux consensus. Toutefois, c'est pas parce que des gouvernements, notamment d'États-nations ou les gouvernements on va dire, fédéraux comme le Canada n'arrivent pas à s'entendre qu'on voit pas d'autres formes de résistance et d'alternatives qui se mettent en place. On le voit notamment par rapport à des villes qui deviennent de plus en plus ambitieuses, dans certains cas des provinces ou des États qui, comme aux États-Unis par exemple, qui eux vont vouloir justement avoir des ambitions à la hauteur de la crise et qui vont s'organiser pour justement se doter de plans qui sont à la hauteur de la crise et aussi de se coordonner entre eux pour que ça ait lieu. De la même manière, on voit aussi au niveau de la société civile de plus en plus de solidarité qui s'organise. Je pense notamment dans le cadre de cette COP, une grande solidarité entre les mouvements syndicaux, la société civile et aussi les mouvements autochtones qui ont été mis de l'avant. Donc, on voit vraiment ces formes de coalition qui s'organisent en parallèle, toujours dans cet objectif d'être effectivement à la hauteur de la crise et de toujours d'éviter ce nivellement vers le bas qu'on peut observer à d'autres paliers de gouvernement. Monsieur Côté, quand on parle de compromis et de fossé, c'est pas en faveur des pays du Sud. Donc, même s'ils semblent être plus nombreux, finalement, ils se font moins entendre. Oui, mais ça, c'est des avantages du travail par consensus, effectivement, là, comme on disait. Il y a parfois, parce qu'on a l'impression qu'il se passe rien à la COP ou que ça avance pas et tout ça, mais ce qu'on oublie des fois, c'est que en fait, il y a souvent une majorité de pays qui s'entendent, mais que comme on travaille par consensus, il suffit de 2, 3, 4 pays, on les a nommés, là, les États-Unis, le Brésil, l'Australie, entre autres l'Arabie Saoudite sur la question des droits humains. Donc, quand on parlait de l'article 6 tout à l'heure, c'est ça, ce qu'on demande, c'est qu'on s'assure que si on a des mécanismes pour un marché du carbone, qu'on s'assure que les droits humains et les droits des peuples autochtones vont être respectés. Et même ça, on n'arrive pas à... Il y a des pays qui refusent. Et donc, c'était un des contentieux, là, justement, à la COP25. Et donc, les pays du Sud, effectivement, même s'ils forment la majorité des pays qui sont là, sont un peu victimes là, des quelques pays qui refusent de s'entendre avec tout le monde. Professeur Purdon, pourquoi les négociations achoppent-elles, selon vous? Pourquoi il y a tellement de temps et de conférences qui se succèdent sans avoir vraiment, finalement, une signature et quelque chose d'effectif et engageant? Mais il y a peut-être plusieurs raisons. Une, je pense que c'est pour coordonner l'économie mondiale. C'est parce qu'il faut pas se confondre que il faut comprendre que c'est un problème de gestion économique. Puis c'est difficile pour l'ONU à faire ça. L'ONU n'a pas vraiment le pouvoir politique, assez de pouvoir politique. Donc c'est comme un peu irréaliste de rêver que l'ONU va résoudre ce problème de manière efficace. C'est devenu une place symbolique pour les gens pour se présenter. Okay? C'est une place pour les compagnies d'avoir leur kiosque. À l'Institut québécois du carbone, on a fait un kiosque à la conférence de Paris. C'est pas si compliqué que ça, mais
sur le plan de visibilité, c'est les gens vous voient. Trouvez. Hein? Oui. Donc, l'ONU, la conférence de parties est devenue un juste symbolique. C'est pas très efficace, ça attire beaucoup d'attention médiatique, mais je crois que la politique se passe d'ailleurs. Donc, où est-ce que ça se passe, la vraie politique efficace qui nous amène dans la réduction des émissions? Voilà une chose qui est intéressante en Amérique du Nord. On est en train de construire des politiques et des complémentarités entre les États et les provinces canadiennes. Et je trouve que ça, c'est beaucoup plus intéressant que qu'est-ce qui se passe au Québec. Et dans un sens, ça a été beaucoup plus intéressant que qu'est-ce qui se passe à Madrid. Parce que c'est le même visage, le même historique depuis des années. Puis oui, ça sert surtout à réseauter, j'ai l'impression, et à justement peut-être faire parler un petit peu du climat dans les médias, ce qui n'est pas une mauvaise chose finalement, mais ça ne sert pas assez. Est-ce qu'elles sont encore utiles, ces conférences-là? Je ne dirais pas que ça sert juste à ça, parce qu'en fait... je prends le cas du Canada, par exemple. On peut tenir notre pays imputable des ambitions ou des positions qu'il prend dans un événement international comme la conférence des partis. Donc, ce qui est intéressant d'un point de vue de politique nationale, c'est de voir justement les positions qui peuvent être, par exemple, on pense à la question des droits humains et des droits autochtones, les prises de position du Canada qui a vraiment mis de l'avant le fait que ces deux éléments soient bien ajoutés dans différentes portions de l'article 6. Quand on revient après au Canada, il y a une possibilité de tenir imputable notre gouvernement en disant « Attention, vous vouliez qu'on ait ça sur les marchés carbone, alors rien ne nous empêche au niveau de qu'est-ce qu'on met en place au niveau national de s'assurer qu'on respecte bien autant les droits humains que les droits autochtones. » Et quand on pense, dans le cas du Canada, à différents projets justement extractivistes qui vont notamment être débattus dans les prochains mois, on peut utiliser ça, c'est pas une force de loi évidemment, mais on peut utiliser ça comme argument de cohérence. Donc de s'assurer, finalement, si on met ça de l'avant dans un contexte international, soyons cohérents et regardons qu'est-ce qu'on fait au niveau domestique et assurons-nous que justement on respecte bien les droits autochtones et notamment le droit à l'autodétermination des peuples sur des territoires qui sont non cédés. Oui, parlons justement de la participation citoyenne dans le cadre des grandes conférences comme la COP. La mobilisation des jeunes, des Autochtones à Madrid lors de la COP 25. Monsieur Côté? Oui, donc s'il y a une chose de positive qui est ressortie de la COP 25, en tout cas pour nous, c'est de voir à quel point les jeunes et les jeunes autochtones, même s'ils n'étaient pas beaucoup, ils ont été présents, ils ont été actifs, ils comprennent les enjeux, ils ont été très, très impliqués. On les a vus tous les jours là, pendant les 2 semaines là, à la COP. Là, tous les jours, il y avait une manifestation, il y avait une action. Donc, très impressionné par ces jeunes autochtones et aussi les jeunes du Québec qui ont été extrêmement actifs aussi. Donc ça, c'est encourageant parce que la bonne nouvelle au sujet du fait que la COP, ça, des fois, c'est un peu frustrant, on a l'impression qu'il se passe rien, c'est que la COP, c'est pas la fin de toute chose. Donc, il se passe beaucoup de choses. Moi, j'aime bien dire, entre 2 COP, tu pourrais faire quelque chose. Et effectivement, donc, la COP, c'est un moment. Puis, je pense que ces conférences-là sont utiles dans la mesure où ça fait avancer des idées, des normes, des idées qui deviennent un peu des idées reçues avec le temps, mais on oublie que ça a pris 30 ans de travail, des fois, pour convaincre les États. Si je pense notamment à la question des femmes. Donc, on sait que les femmes sont plus vulnérables au changement climatique, mais elles sont aussi porteuses de solutions et tout ça. Et ça a été long avant qu'on parle des femmes dans le contexte de la COP. Et maintenant, on a un plan d'action qui vient d'être revu là, donc à la COP 25. Donc, c'est devenu, on ne peut plus ne plus parler des femmes. Et donc, il y a des choses comme ça qui changent, mais c'est long et c'est frustrant. Et il se passe plein de choses entre les événements. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. La société civile se rassemble de plus en plus, comme au sein du réseau Action Climat Canada, qui rassemble Environnement Jeunesse, Équiterre, la FTQ, Fondation David Suzuki, le projet de la réalité climatique Canada. Madame Parent, pourquoi se réunir entre organismes et que voulez-vous faire à notre échelle, à l'échelle finalement du Québec? Je pourrais dire la même chose, demander à Monsieur Côté, parce que je sais aussi que vous y êtes.
Ben alors c'est vraiment important effectivement, comme on en parlait tout à l'heure, c'est que on veut évidemment créer des coalitions et aussi être solidaires. On a des niveaux d'expertise qui sont complémentaires les uns aux autres et l'idée c'est vraiment de travailler de concert avec créer une force collective et commune pour faire évidemment avancer les dossiers. Donc, on a besoin de se rassembler. On a besoin aussi d'établir quelles sont nos priorités stratégiques dans le cadre d'une rencontre comme la conférence des partis et après, comment on s'organise au niveau domestique ou national et comment ça s'articule après au niveau régional et mais encore plus dans des événements plus locaux pour s'assurer effectivement qu'il y a des allers-retours efficaces qui s'opèrent et qu'on continue d'aller de l'avant. De la même manière, je pense qu'il y a aussi un niveau un devoir de transparence et d'imputabilité. À partir du moment où on est à l'intérieur des murs de la COP, il faut s'assurer de rester connecté avec les gens, effectivement, qui n'ont pas pu accéder à l'intérieur des murs et de porter ces voix-là. Donc, de s'assurer effectivement qu'on est très ancré avec les requêtes de la société civile, avec des gens qui n'ont pas le privilège d'être là. Et ça, je pense que ça s'articule également au niveau international. On parlait, je reprends l'exemple des droits autochtones, mais pour certains pays, c'est seulement dans un contexte international qu'il y a une reconnaissance des droits autochtones. Je pense, par exemple, même ne serait-ce qu'un État comme la France et les populations autochtones, par exemple, de Guyane française, qui n'ont d'existence et de reconnaissance que dans un cadre international. Donc, ce type d'événement international et la solidarité qu'on peut organiser pour faire entendre ces voix qui, au niveau des politiques nationales, sont complètement niées, c'est extrêmement important qu'on s'organise de façon solidaire pour justement faire ramener ces voix-là et surtout utiliser les privilèges qu'on a pour les amener, pour les mettre de l'avant dans un contexte international, mais aussi national. Oui, c'est sans doute l'occasion de passer du global au local aussi, du côté des actions citoyennes. N'y a-t-il pas d'autres instances, d'autres échelles politiques qui pourraient s'avérer plus prometteuses pour les accords? Je pense aux provinces, aux municipalités, la Californie par exemple, avec le Québec, qui s'engage de plus en plus justement pour le climat. Professeur Purdon, changement d'échelle? Je suis un peu divisé sur ce genre de questions parce que j'ai fait la recherche sur les politiques alternatives. Et il y avait beaucoup d'intérêt. Depuis Copenhague en 2009, il y avait une explosion d'intérêt dans les politiques alternatives, dans le responsabilité sociale des entreprises, par les villes. Toutes sortes de recherches et d'intérêt. 10 ans plus tard, c'est difficile de voir les vrais résultats. Ça veut dire est-ce qu'on a vu une réduction des émissions de gaz à effet de serre? Est-ce que c'est efficace finalement, ces réseautages-là? Les recherches le plus mises à jour suggèrent qu'ils ne sont pas si efficaces qu'on voulait. Puis je pense qu'il faut... Là, pourquoi je pense que c'est vraiment un bon moment de revisiter les structures fondamentales de l'ONU, parce que peut-être c'est pas... on doit trouver une architecture qui est en fait un peu même plus différente. On doit revisiter nos suppositions fondamentales. Oui, si on doit le réformer, on le réformerait comment? Vous qui en avez fait beaucoup. D'après moi, je pense qu'il faut respecter les possibilités qu'il y a des expérimentations politiques à l'extérieur de l'État et les villes, les ONG, les compagnies. Je pense que c'est intéressant, mais je pense que le plus promoteur, c'est de trouver les liens entre l'État, le gouvernement et le secteur privé. Et c'est dans plusieurs États, historiquement, c'est là où on a trouvé les grandes sautes, les grands changements économiques. Et c'est pas juste le secteur, le gouvernement, c'est pas juste les la ONG, société civile, oui. Il faut qu'on travaille ensemble. Puis là, il y a une certaine opposition. Et je vois que ça, c'est vraiment quelque chose qui est dommage. Oui, comment essayer de réseauter la société civile et ce monde-là de l'entreprise qui probablement n'est pas forcément en tête pour faire des changements au point de vue du climat? Est-ce que vous avez des idées? Est-ce qu'il y a des bonnes idées dans les pays du Sud, justement, M. Côté?
quand on parle des entreprises, on peut parler aussi des entreprises justement des pays du Sud. Il y a beaucoup de petits groupes. Nous, là, à la COSI, nos membres travaillent dans ces pays-là et souvent avec des petites entreprises, des coopératives, ce genre de choses. Donc, il y a un travail qui se fait effectivement là, à ce niveau-là. Ce qui est plus difficile, c'est quand on parle des grandes entreprises, des pays du Nord, les transnationales, qui là, c'est ça. Donc, il y a un travail des gouvernements pour encadrer ces compagnies-là qui ne se fait pas, malheureusement. Il n'y a pas beaucoup de reddition de comptes par rapport à ce que ces compagnies-là font. On peut passer aux minières, mais elles sont présentes justement en Afrique, elles sont présentes dans ces pays-là. Et est-ce que justement nous devrions faire quelque chose, la société civile canadienne, par rapport à ça? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Ben nous, on fait partie d'une coalition qui existe depuis plus de 10 ans et qui demande au Canada, notamment, de mettre sur pied un ombudsperson, donc pour que, quand il y a des allégations de violation de droits humains ou de l'environnement, que ces communautés-là, qui, au niveau national, n'arrivent pas à se faire entendre, puissent demander enquête. C'est pas très compliqué. Et là, le Canada a finalement mis en place un ombudsperson, mais sans lui donner les pouvoirs d'enquêter, et elle n'est pas indépendante. C'est une employée de l'Affaires mondiale Canada, donc c'est un premier pas, j'imagine, mais c'est pas exactement ça qu'on avait demandé. C'est pas suffisant. Donc, le Canada doit faire plus pour s'assurer que ces compagnies agissent correctement à l'étranger. Oui, c'est sûr. On peut créer un climat, on va dire, de coopétition dans le sens où, justement, la semaine dernière a été rendue publique la liste donc des pays, des provinces-États, des villes, mais aussi des entreprises, des grandes multinationales, mais aussi des petites et moyennes entreprises qui, elles, ont décidé donc justement d'augmenter leurs ambitions pour amener une réduction de leurs émissions de GES, mais aussi dans certains cas, même d'atteindre la carboneutralité pour justement 2050, donc justement leur plan de match pour y arriver. Et ce qui était intéressant, c'est de voir justement dans un contexte international où il y a de plus en plus de pression de la société civile, ben finalement, on peut comme consommateur faire des choix effectivement et regarder dans ces listes-là et tenir imputables les pays, ou même les entreprises qui font certains choix. Et on voit dans les listes, on oublie parfois que quand on parle du domaine privé, ben il y a énormément d'entreprises aussi qui sont dans le secteur des énergies renouvelables, qui sont dans le secteur justement même de l'économie sociale, etc., et qui peuvent justement influencer positivement en proposant des modèles alternatifs de fonctionnement pour s'assurer ben, qu'effectivement on réduise nos émissions, mais aussi on propose un modèle de société qui soit plus équitable et où il fait mieux vivre finalement. Oui, tout à fait. Parlons de la prochaine conférence des parties des Nations Unies sur le changement climatique de Glasgow, en Écosse. Là. Je sais, Monsieur Côté, que vous êtes en train de mettre sur pied un collectif citoyen de 100 personnes pour participer justement à la COP26. Oui, c'est ça. Donc, en fait, c'est un projet qui est mené par les YMCA du Québec en collaboration avec la COSI, la FTQ et le Oxfam Québec, SUCO et le Comité de solidarité de Trois-Rivières. Et on pourra en parler ensemble peut-être avec M. Purdon après, mais nous, le collectif, dans le fond, l'idée, c'est simplement de mettre ensemble toutes les personnes qui veulent participer à la COP à Glasgow l'an prochain. C'est des collectifs qu'on met sur pied depuis une dizaine d'années. Déjà, on a participé à 10 événements internationaux comme ça. On amène généralement 50 à 60 personnes. Il suffit d'avoir 18 ans et d'avoir envie de participer. Donc, on ne fait pas de choix. Là. Donc, c'est quoi l'objectif? C'est quoi l'importance d'y participer alors qu'aujourd'hui, on revient un petit peu à critiquer ce genre d'événement-là? Ben oui, nous, l'idée, c'est l'idée, c'est pas d'organiser un voyage, mais nous, dans le fond, les activités, on prend les inscriptions maintenant, si vos auditrices et vos auditeurs sont intéressés. Mais l'idée, c'est qu'on organise des rencontres chaque mois à partir de février, donc jusqu'en novembre prochain, environ une fois par mois, donc où on fait un petit peu de formation, mais aussi on valorise beaucoup l'expertise qui se trouve dans... Les gens ont tous une expertise particulière et on essaie de valoriser cette expertise-là et de créer des échanges entre les gens pour que ce soit pas l'expérience simplement d'une semaine là, à Glasgow, là, ce qui est intéressant, mais c'est beaucoup plus intéressant de le faire en groupe comme ça. Et ça crée des réseaux qui, on le voit, on a fait des sondages auprès des anciens participants, des réseaux très forts au retour, des gens qui s'engagent encore davantage ici dans leur propre communauté, dans la société québécoise. Donc, c'est un peu ça, nous, notre but, c'est un but, on le voit un peu comme une activité d'éducation à la citoyenneté mondiale, de renforcement des réseaux pour
pour l'action citoyenne là, ailleurs et ici. Oui, professeur Purdon, vous voulez aussi donc emmener vos étudiants et d'autres collègues professeurs de l'UQAM oui, j'espère Écosse? bien. On a besoin des fonds pour nous aider. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent, envoie-moi un message. Mais je pense que c'est une opportunité de comprendre un peu comment ça se passe, les politiques des changements climatiques, et aussi faire du réseautage. Est-ce que le politique se passe à l'ONU? Là, j'ai des doutes. Oui, Monsieur Côté. Oui, j'ajouterais aussi, parce qu'en fait, il ne faut pas penser que tout le monde, si on arrive à un collectif de 100 personnes, que tout le monde va participer à la COP comme telle. Ça prend des accréditations. C'est pas tout le monde qui peut en avoir. Il y a un nombre limité. Mais il y a un sommet citoyen toujours qui s'organise en parallèle. Et nous, c'est beaucoup là aussi qu'on veut c'est le lieu qu'on veut investir là, beaucoup là, avec les participants. Oui, Madame Parent, allez-vous aller à Glasgow? À déterminer, je suis pas encore certaine. Effectivement, il faut obtenir des accréditations. Et par contre, ce à quoi on va continuer de participer vraiment activement, c'est effectivement à l'éducation citoyenne autour des politiques publiques qui concernent les changements climatiques. Alors effectivement, de faire ces ponts en permanence entre mobilisation et augmenter les leviers de pression pour s'assurer qu'on ait des politiques ambitieuses, mais aussi de bien comprendre qu'est-ce qui est écrit dans les politiques publiques, autant à tous les paliers de gouvernement, notamment dans un contexte international, pour que les citoyens comprennent un petit peu de quoi il s'agit et qu'on s'assure que justement ça représente bien les intérêts collectifs. Donc là-dessus, définitivement, on va continuer à travailler activement. D'ailleurs, le projet de la réalité climatique organise des formations. On en a 4 à peu près par année. Les prochaines formations pour l'année 2020 sont déjà annoncées. Donc la prochaine aura lieu du 6 au 8 mars et donc les inscriptions sont ouvertes. Alors j'invite tout le monde à aller sur notre site web également au projet de la réalité climatique Canada pour pouvoir s'inscrire, pour être justement mieux outillé pour comprendre c'est quoi les changements climatiques jusqu'à comprendre comment on peut communiquer, quelles sont les politiques publiques qui régissent un peu tout ça. Entendu. Donc, merci beaucoup. On était en compagnie d'André Yann Parent, directrice générale du projet de la réalité climatique Canada. Vous venez de l'entendre. De Denis Côté, analyste des politiques de l'Association québécoise des organismes de coopération internationale. Et Marc Purdon, professeur au département de stratégie et responsabilité sociale environnementale de l'École des sciences de gestion de l'UQAM et président directeur général de l'Institut québécois du carbone. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche, la réalisation et au micro Isabelle Burguin. Vous désirez réécouter cette émission, nous avons des rediffusions tout au long de la semaine, alors surveillez la programmation et vous pouvez aussi l'écouter en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Et toujours, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager. À la semaine prochaine. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, de traductome, de protéome.